Bonjour, c'est le professeur Hervé Saint-Louis pour le cours 7CMM 220, Théorie et pratique des médias émergents. C'est le cours du 2 avril 2024. Donc, aujourd'hui, c'est le cours de reprise qu'on reprend à cause du congé de Pâques. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? On va regarder la bibliothèque et des théories qui sont reliées avec les bibliothèques. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Parce que regardez les bibliothèques, il y a plein de théories sur les sciences de l'information. Comme vous savez, on a la partie sur les sciences de l'information qui nous aide à comprendre beaucoup de phénomènes dans la société et l'économie de l'information. Et en empruntant des pratiques qui nous viennent des sciences de l'information, on est capable de mieux comprendre d'autres phénomènes. Donc aujourd'hui, on va regarder ce qu'on appelle les pratiques et les comportements informationnels. On va regarder les métadonnées, la bibliothéconomie, l'organisation de l'information et si on peut, le référencement. La première chose qu'on va regarder, c'est le concept de la recherche de l'information. C'est quoi la recherche de l'information? C'est quelque chose qu'on fait chaque jour. Rappelez-vous quand est-ce que vous avez été la dernière fois sur une page Wikipédia dans une journée normale, ou vous avez consulté autre chose pour trouver quelque chose, trouver une information, trouver un renseignement sur un site web ou dans un bottin à quelque part sur votre téléphone, dans vos contacts, vos adresses, vous voulez le numéro de téléphone d'un ami, d'un cousin, donc vous avez cherché quelque chose sur un des médias que vous utilisez constamment. Donc, comprendre la recherche de l'information, ça nous permet de comprendre un besoin essentiel à toute personne humaine, surtout dans notre économie de l'information actuelle. Nous avons donc des besoins à combler et nous avons des moyens pour combler ces besoins en information. Donc, on parle de comportement informationnel. Quand on parle de comportement, ça veut dire qu'on va regarder l'aspect plus cognitif, plus psychologique de quelque chose. Donc, c'est pas une approche sociale, c'est une approche plus psychologique où on veut comprendre l'individu et ses comportements. Comment est-ce qu'elle réagit face à un stimuli. Les pratiques informationnelles, c'est quoi exactement? Quand on parle de pratiques informationnelles, on change un petit peu le discours où on parlait de comportement informationnel. Donc, on va comparer ça rapidement dans quelques minutes. On va voir c'est quoi la différence entre les deux. Donc, on parle des pratiques informationnelles. C'est un concept qui nous vient plus des sciences de l'information et qui décrivent comment les gens interagissent avec l'information, comme celle qu'on peut retrouver sur le web. Le terme en anglais de pratique informationnelle, c'est information practice. C'est un des exemples où le terme en français fait plus de sens que le terme en anglais qui a été souvent critiqué parce que c'est pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est pas la structure, la syntaxe, c'est pas tellement clair qu'est-ce que ça veut dire information practice. Tandis que les pratiques informationnelles quand on le dit en français, ben c'est un petit peu plus clair un peu. À la base des pratiques informationnelles, il y en a trois. Donc la recherche de l'information, l'utilisation de l'information. Donc utiliser l'information, il y a plusieurs choses qu'on fait en général. On peut la sauvegarder, la protéger ou l'archiver. Soudain, on a regardé les archives déjà dans un cours précédent. La recherche de l'information, on en a parlé il y a quelques secondes, il y a quelques minutes. Finalement, la troisième pratique qu'on peut faire avec l'information, c'est ce qu'on appelle le partage de l'information. Donc, une fois que j'ai quelque chose, comment je peux en disposer? Mais quand je veux dire en disposer, je ne parle pas de comment je l'utilise. Donc, ça veut dire comment je le sauvegarde, je le protège ou l'archive ou je le consulte. C'est comment je peux transférer cette information-là à autrui. Donc, c'est quoi les pratiques informationnelles au bout du compte? C'est un concept qui nous vient d'un chercheur finlandais qui s'appelle Reijo Savolainen. Donc, la recherche, le partage et l'utilisation de l'information sont étudiés dans un cadre qu'on appelle les pratiques de l'information ou les pratiques informationnelles. C'est un cadre différent de ce qu'on appelle les comportements informationnels qui, eux, viennent de la psychologie. Quand on parle de pratiques informationnelles, on va regarder le contexte. On va regarder toute l'information sociale autour des pratiques. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Quand M. Savolainen a créé le concept de pratique informationnelle, il s'est basé sur la philosophie de Theodore Schatzky, qui lui est un philosophe de la sociologie humaine. Donc, M. Schatzky, lui, faisait une distinction entre l'individu, donc quand on regarde l'individu, on regarde ses comportements habituellement. Donc on fait une étude d'une seule personne à la fois. Ensuite, on a le social. Pour lui, le social, il le définissait par un contexte phénoménologique. Donc la phénoménologie, c'est une forme de philosophie qui nous permet de comprendre souvent le contexte des choses et redéfinir les choses. On veut comprendre pourquoi les choses se font ainsi, mais en essayant de déposséder tous les a priori qu'on a sur une idée et de regarder cette
cette idée-là avec un nouvel œil, une nouvelle perspective. Donc, on enlève nos biais, nos a priori, et on regarde les choses comme on peut les observer. C'est la base de la phénoménologie. Ensuite, la troisième façon que le philosophe Chatsky nous disait qu'on peut regarder ce qu'on appelle les trois ontologies qu'il a développées, les ontologies sociales en philosophie, c'est ce qu'on appelle le site social. Le site social, c'est quoi? C'est quand on pense à l'espace, où est-ce qu'on est présentement, le temps, évidemment, et le contexte. Donc, on prend en conséquence ces trois aspects ici, on étudie ce qu'on appelle le site social. Donc, Chatsky nous parle du site social comme une forme de réseau où la vie sociale, c'est pas quelque chose qui se fait seul, c'est une chose qui se fait en commun avec d'autres personnes. Donc, il y a des humains, il y a des objets aussi, et ça se mélange à ce qu'on appelle la vie naturelle, qui sont les organismes non humains. Donc, le site social, c'est une façon de comprendre le développement de l'être humain dans une structure où il y a le temps, l'espace et le contexte sont pris en conséquence dans ce qu'on fait. À la base, quand il nous parle de ces ontologies, Chatsky parle souvent du terme pratique. Vous allez voir que le terme pratique est souvent utilisé à la place du terme comportement. Un comportement, je le rappelle, c'est basé sur ce qu'on appelle une ontologie cognitive ou psychologique. Une pratique est basée sur une ontologie plus sociale. On ne regarde pas seulement l'individu. L'individu est pris en conséquence, mais il y a autre chose que l'individu ici. L'important de comprendre c'est quoi les informations, les pratiques informationnelles ici, c'est que Savolinen s'est inspiré d'un cadre philosophique très fort pour créer son concept de pratique informationnelle qui, d'après lui, dépassait les comportements informationnels. Donc, les comportements informationnels qui sont au niveau de l'individu sont pris en compte, oui, mais ça dépasse parce qu'on va regarder le contexte, le site social, en prenant une approche plus phénoménologique pour comprendre l'humain dans sa quête d'information. Donc, comme je le dis depuis quelques minutes, en sciences sociales, il y a une distinction souvent entre les comportements et les pratiques. Donc, les comportements, c'est basé sur le cognitif, donc une étude des actions et des réactions des gens face à un stimuli. Un comportement peut être inné, appris ou modifié. Quand on va parler de comportement, dites-vous que pour comprendre la différence entre ça et une pratique, c'est qu'un comportement peut aussi être quelque chose qu'un animal va faire. Quand mon chien aboie parce qu'il y a un facteur qui vient livrer du courrier dehors, c'est un comportement. Si je ris à chaque fois que je me rappelle d'une blague qu'on s'est dit, on a un petit code entre nous, à chaque fois qu'on fait un jeu de mots ici, c'est pas un comportement, c'est plus une pratique. Donc, dans le terme pratique, pensez aussi qu'il y a le côté culturel. C'est quelque chose qu'on va créer. Donc, on se dit à chaque vendredi, on va jouer à tel jeu de société en famille. C'est une pratique, c'est pas un comportement. Un comportement, c'est si un ado crie à chaque fois que ses parents rentrent dans sa chambre. C'est plus un comportement parce qu'il se frustre, donc sa réaction est basée au stimuli. Le stimuli, c'est quoi? Les parents qui rentrent dans sa chambre, alors il se sent frustré, alors il se fâche contre ses parents. C'est pas une pratique, ça, c'est un comportement. Un comportement, évidemment, comme je le dis, c'est inné, appris ou modifié. Donc, quand on parle de comportement, pensez toujours à un chien, un animal, un chat qu'on peut entraîner ou on veut corriger aussi un comportement qu'on considère nocif, comme quand votre chien fait pipi sur la carpette, c'est un comportement qu'on veut modifier et non pas une pratique, parce que c'est pas une tradition, puis c'est pas quelque chose de culturel quand notre chien fait un dégât dans le salon. Donc il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser quand on veut comprendre les comportements informationnels. Donc le domaine d'étude qui précède l'étude des pratiques informationnelles, c'est ce qu'on appelait le information behavior ou les comportements informationnels. Un autre terme qui peut être utilisé parce qu'on pensait que le terme information behavior, la syntaxe est un peu bizarre, un petit peu croche. Donc, on a dit le information seeking behavior. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire les comportements de recherche d'information. Donc, c'est une approche psychologique pour comprendre les besoins des gens, comment ils agissent pour assouvir leurs besoins en information. Donc, on va souvent parler aussi de besoin d'information. Donc, le besoin d'information, c'est comme si on avait faim ou on avait soif ou on était fatigué. On a besoin d'aller se coucher à une certaine heure parce qu'on est fatigué. On a besoin de se nourrir parce qu'on a faim ou de boire de l'eau parce que notre gorge est sèche. Donc, le besoin en information, c'est vu de cette même façon-là. C'est vu comme vraiment quelque chose de vraiment de base que les êtres humains vont faire. On va aller chercher quelque chose qu'on a besoin pour pouvoir fonctionner pour notre survie. On n'est pas ici dans la culture ou dans les pratiques. On est ici dans quelque chose qu'on fait parce que si on le fait pas, on va pas pouvoir fonctionner correctement.
exactement. Donc, on va présumer qu'il y a une façon de faire une recherche d'information, qu'il y a un parcours qui est déjà fait selon ce qu'on cherche et qui on est exactement. Donc, si je suis un chercheur universitaire, on va probablement dire que j'ai un comportement informationnel qui est différent d'un enfant qui cherche un livre à colorier au magasin. L'approche, le parcours qu'on va prendre pour aller chercher l'information qu'on a besoin pour assouvir nos besoins va être différent dépendamment du type d'information qui est recherché et évidemment de qui on est. On parle aussi de ce qu'on appelle la réduction de l'incertitude en identifiant une information recherchée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que l'incertitude, c'est ne pas savoir le futur, avoir un manque d'information. Donc aller chercher l'information va nous permettre de réduire cette incertitude. Pourquoi c'est important de comprendre les comportements informationnels et les pratiques informationnelles? Pour le cours qui nous intéresse, je vais vous demander de mettre un peu plus d'emphase sur les pratiques informationnelles. Pourquoi? Parce que souvent on dit que les pratiques vont englober aussi les comportements, surtout en regardant le contexte et l'aspect social, vont donc être plus larges que seulement regarder le comportement d'un individu. Donc je l'ai bien dit, il y a 3 formes de pratiques informationnelles. Il y a la recherche, l'utilisation et le partage. La recherche, ça peut se dire, je suis à la maison, je demande à Alexa, je dois sortir dans 5 minutes, j'ai besoin de connaître la température. Alexa, dis-moi quelle est la température s'il te plaît. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle faire de la recherche d'information. Donc, je vais demander à l'intelligence artificielle de me donner une réponse sur la température qui est à l'extérieur. Donc, vous voyez qu'on fait la recherche en information, on la fait un peu partout. On peut la faire avec Alexa, on peut la faire sur Wikipédia. Dès qu'on va sur Google ou DuckDuckGo, on fait aussi ce qu'on appelle de la recherche de l'information. Maintenant, utiliser l'information, ça c'est autre chose. J'utilise l'information pour être capable d'obtenir plus de certitude, plus d'informations sur quelque chose, pour apprendre quelque chose et finalement, évidemment, être capable de le partager. Donc c'est la 3e pratique informationnelle, c'est partager ce qu'on a. Est-ce que je vais le partager à partir d'un site web? Est-ce que je vais le partager à partir d'un message sur YouTube ou un TikTok ou sur Facebook? Est-ce que je vais le partager en écrivant une lettre à quelqu'un? Voici les informations de où j'habite, en laissant une note aussi sur le poste à quelqu'un le midi, en attendant que la personne revienne le midi pour qu'elle puisse voir ma petite note, ou en laissant même un message quand j'appelle quelqu'un, un bureau, puis j'aimerais ça qu'il me rappelle, je vais partager mon information, mon numéro de téléphone qui puisse me rappeler. Donc des pratiques informationnelles qui sont la recherche, l'utilisation et le partage, on peut les utiliser à toutes sortes de cadres. C'est pour ça qu'on veut étudier les pratiques informationnelles, parce que ça se donne très bien avec tout ce qu'on fait dans une société, une économie de l'information. Chaque jour, dès qu'on se lève, on utilise des pratiques informationnelles. C'est à vous de me dire combien de fois par jour vous cherchez les choses, combien de fois par jour vous utilisez de l'information à partir des médias émergents que vous utilisez et combien de fois par jour partagez-vous cette information-là avec d'autres personnes à partir d'un média numérique ou d'un média émergent. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple un peu plus détaillé de qu'est-ce qu'une pratique et qu'est-ce qu'un comportement informationnel avec un exemple donné. Donc, hier, je me promenais à l'épicerie et j'ai découvert un bocal sur une étagère qui s'appelait thé du Labrador. Maintenant, le thé du Labrador, j'ai jamais vu ça avant, j'avais jamais entendu parler de ça. J'ai vu le truc, j'ai lu les instructions en arrière, comment le préparer, c'était quoi exactement. Je trouvais ça intéressant, mais j'aurais voulu en savoir un peu plus. Je me suis dit, j'aimerais ça en acheter, mais je suis pas sûr exactement. Bon, j'avais mon téléphone intelligent avec moi. Donc, quelle a été ma première réaction quand j'ai voulu avoir plus d'informations parce que j'avais un besoin informationnel? J'ai sorti mon téléphone de mes poches et j'ai tapé le terme thé du Labrador pour en savoir plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le furteur sur mon téléphone pour faire la recherche. Je n'ai pas utilisé une commande vocale pour demander à mon téléphone de chercher par lui-même. J'ai ouvert mon furteur et j'ai tapé le terme manuellement avec le clavier numérique thé du Labrador dans le site de recherche DuckDuckGo sur la version de mon furteur sur mon téléphone. Ensuite, il y avait plusieurs réponses, plusieurs résultats au terme thé du Labrador. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dans mes pratiques informationnelles et je dirais aussi dans mes comportements informationnels. J'ai ouvert quelques onglets et je me suis mis à regarder rapidement. Mais comme j'étais devant une étagère, devant le bocal et que je voulais pas m'éterniser, j'ai rapidement fureté, regardé et j'ai pris une décision rapidement si j'allais acheter le
produit ou non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? On peut le regarder sur le point de vue des comportements informationnels. J'avais un besoin. J'ai lu les instructions sur le bocal, mais j'étais pas satisfait. J'avais besoin de plus d'informations pour prendre la décision de si je voulais acheter le produit ou non, puisque j'étais à l'épicerie. Donc, mon comportement ici, c'est d'avoir sorti mon téléphone et d'avoir fait une recherche rapidement, parce que j'avais un besoin. Mon besoin, c'était de savoir, mais c'est quoi le thé du Labrador et est-ce qu'il y a des vertus santé à ce produit-là qui a l'air tellement différent des autres formes de thé que j'ai vues dans le passé. Donc, vous comprenez ici, c'était une approche comportementale. Je devais prendre une décision rapidement et donc, je l'ai prise. J'ai regardé le produit, j'ai cherché automatiquement et j'ai trouvé une réponse. Le manque d'incertitude a été comblé pour un moment donné. J'avais ouvert plus qu'un onglet. Je les ai pas tous lus. J'ai seulement lu le premier et je me suis dit ça devrait être suffisant. Je vais aller de l'avant avec ça. Maintenant, si on regarde cet épisode-là, de moi à l'épicerie, découvrir un nouveau produit sur une étagère, on pourrait l'analyser sous l'angle des pratiques informationnelles. Donc, c'est quoi les pratiques ici? La principale, c'est la recherche de l'information. Mais comment est-ce que j'ai fait ça? Dans mes pratiques à moi, c'est que j'aurais pu, pour avoir de l'information, aller voir un préposé qui travaillait dans les étagères et peut-être poser des questions. J'ai favorisé prendre mon téléphone pour répondre à ce besoin informationnel. Donc, je me suis débrouillé seul. J'aurais pu aussi, si c'était un produit autre, comme si j'étais devant le comptoir de la boucherie, puis qu'il y avait un morceau de viande en particulier qui m'intéressait, j'aurais pu demander au boucher, l'autre côté du comptoir, peux-tu m'en dire plus sur ce morceau de viande et comment l'apprêter, avec quel vin est-ce qu'il va, ainsi de suite, quel genre de repas est-ce qu'on pourrait faire avec ça et comment ça s'appelle. Ici, mes pratiques informationnelles seraient basées sur le contexte, donc pas seulement sur mes besoins, mais aussi sur le contexte et le site social. Donc, si c'était devant la boucherie, je sais que le boucher, c'est probablement la meilleure personne pour me répondre sur le morceau de viande dans son comptoir. Plus que le bocal avec du thé à l'intérieur, je ne pense pas que le préposé ait toute l'information sur les milliers de produits qui se retrouvent à l'épicerie. Au mieux, ce préposé-là est là pour mettre les produits sur les étagères et non pas d'être un expert sur ces produits-là. C'est pas la même chose avec le boucher. Donc, bien que j'aurais pu rechercher une information sur la coupe de viande, s'il y avait le nom décrit sur la coupe de viande, j'aurais probablement favorisé poser la question au boucher qui, lui, a préparé la coupe de viande ou son collègue l'a préparé un petit peu plus tôt dans la matinée. Donc, il sait exactement qu'est-ce qui est là. S'il n'y avait pas eu le temps de mettre l'étiquette sur le produit pour que je puisse savoir c'est quoi le nom, c'était derrière la vitre et juste présenté comme ça, j'aurais pas pu prendre mon téléphone pour me dire c'est quoi ça, ce morceau de viande-là qui a l'air intéressant. Et de toute façon, ça m'aurait pas donné l'information que j'ai besoin. Ça aurait pas comblé mes besoins d'information puisque c'est un produit un peu plus spécifique qui est devant moi quand je suis devant le comptoir de la boucherie à l'épicerie. Tandis que le produit dans le bocal, j'aurais même pu aller chercher directement le site web de l'entreprise locale qui a confectionné, qui a assemblé ce thé-là et qui le marchandise, qui le vend dans les épiceries. J'aurais pu faire ça aussi, aller sur le site directement de l'entreprise qui vend le produit qui est sur l'étagère. Moi, d'un point de vue culturel, dans mes pratiques, dans mes habitudes, dans ma culture de l'information, j'ai favorisé chercher une information plus générique et ne pas faire confiance nécessairement à l'information qu'on aurait pu retrouver sur le site du fabricant. Donc, j'ai cherché le terme thé du Labrador en général. J'aurais pu favoriser autre chose que de chercher dans un furteur. J'aurais pu chercher directement sur YouTube thé du Labrador. J'aurais pu faire ça aussi. Donc, c'est toutes sortes de changements contextuellement. Vous comprenez qu'à l'épicerie, j'ai peut-être pas le goût de faire partir une vidéo YouTube de mon téléphone qui va me parler du thé du Labrador. Une lecture est beaucoup plus discrète et me permet de comprendre un peu plus sur le produit sans avoir à déranger les autres personnes qui font leurs achats, leur épicerie à mes côtés. Maintenant, dans un autre contexte, arrivé à la maison, j'ai acheté le produit. Je me suis dit, maintenant que je suis à la maison, que c'est plus confortable, je peux aller regarder des vidéos. Alors là, j'ai ouvert mon iPad et j'ai regardé rapidement. J'ai regardé des vidéos et j'ai regardé des pages web aussi. J'ai trouvé plusieurs informations, j'ai ouvert plusieurs onglets et j'étais plus ou moins satisfait. Il y a d'autres pratiques informationnelles ici que je n'ai pas mentionnées. J'aurais pu sauver l'onglet ou faire une copie de l'article, sauver la page web en document Acrobat, ce que vous appelez souvent un PDF, et de le garder dans mes notes personnelles. Ici, j'ai décidé de ne pas préserver cette information. J'ai décidé de seulement la lire, de la mémoriser et de me dire, bon, mais j'en ferai plus tard dans la journée
journée de ce thé-là. J'aurais pu aussi décider de partager ma découverte de ce nouveau thé avec mes amis sur le Facebook, en leur disant, regardez ce que j'ai découvert. J'ai découvert un nouveau produit qui s'appelle le thé du Labrador, en leur donnant le lien vers une page qui avait le produit. J'aurais même pu prendre une photo du bocal ou prendre une photo que j'ai trouvée sur le site web et la partager dans mon message qui parlait de mes amis sur Facebook ou même sur Instagram de ce nouveau thé-là que je venais de découvrir. J'aurais pu faire ça aussi. Dans le cas qui me concerne ici, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas partagé d'informations sur le thé du Labrador comme tel avec mes amis dans mon réseau Facebook ou Instagram. Donc, vous voyez un peu où ça peut changer les pratiques et les comportements. Le comportement, c'est vraiment cognitif. Donc, c'est quelque chose, action-réaction. J'ai un besoin immédiat et je dois y répondre. Il n'y a pas un côté de, on va flâner au magasin, on va regarder. Puis c'est comme ça. Moi, j'aime ça flâner, j'aime ça regarder les produits, j'aime ça essayer des nouveaux produits. J'aime ça essayer des nouveaux produits, mais j'avais aussi un besoin de prendre une décision rapidement. Est-ce que j'achète ce produit, oui ou non? C'était vraiment un comportement ici. Alors, j'y étais. C'est quoi mes comportements? C'est quoi mes habitudes, mes réactions habituellement? Vous voyez, j'ai parlé du mot habitude, fait que là, je rentre dans les pratiques aussi. Mais qu'est-ce que je fais habituellement? Le mot habituellement le dit. Souvent, je vais juste sortir mon téléphone et faire une recherche rapide sur le produit avant de prendre une décision. Est-ce que je l'achète ou pas? Donc, j'ai comblé un besoin rapide en information en faisant une recherche d'information qui, comme vous comprenez, la recherche de l'information, quand je la fais, c'est aussi un comportement qu'une pratique puisque c'est quand même une réaction plus ou moins cognitive ici. J'espère que ça vous a aidé cet exemple-là sur les comportements versus les pratiques informationnelles. Maintenant, on va commencer une nouvelle section. On va regarder les métadonnées. Donc, on avait regardé les données précédemment et on a vu que les données, ce sont une forme d'information. Le mot n'est pas tout à fait juste, mais c'est ce qui précède une information. Ça veut dire que on sait qu'il y a un contenu, mais on est incapable de le déchiffrer. L'exemple que j'avais donné, c'était les scripts en chinois. Donc, n'étant pas capable de lire le chinois, je sais qu'il y a une information. Je sais qu'il y a tout un langage, tout un texte qui est là, mais je suis incapable de le déchiffrer. Qu'est-ce que la métadonnée, elle, fait? Ça nous permet de déchiffrer une donnée, lui donner un sens. Mais pas de la même façon qu'il la transforme nécessairement en pure information, mais plus en la décrivant, en nous disant qu'est-ce qui est attaché sur cette donnée. Par exemple, je pourrais avoir une fiche, si je regarde un texte, pour avoir une fiche en dessous qui me dit le texte qui est là est écrit en chinois. Donc, même si que je ne suis pas capable de comprendre totalement tout le texte qui est là, j'ai quand même une fiche qui m'informe que c'est écrit en chinois. Ça pourrait être en chinois de la Chine ou ça pourrait être en chinois de Taïwan. Les textes, les scripts ne sont pas tout à fait pareils. Donc, j'aurai une fiche qui m'indique exactement qu'est-ce qui est là. Maintenant, lui donner le sens va un peu plus loin si je veux la transformer en pure information, puisque je dois être capable de lire le texte, de le déchiffrer en entier. La métadonnée va me permettre de comprendre qu'est-ce qui est là, mais pas de le déchiffrer totalement. Même si j'ai l'information que j'ai un texte en chinois, je ne suis toujours pas capable de lire le texte lui-même. Mais au moins, j'ai une information qui me dit, le texte que tu vois ici sur l'écran, c'est écrit en mandarin. Donc, comment on va décrire les métadonnées habituellement? On va dire que les métadonnées, ce sont des données qui nous permettent de décrire les caractéristiques des données. Donc, si j'avais un texte écrit en mandarin, la métadonnée, ce serait une fiche à côté qui me dit, voici un texte en mandarin. Si j'ai une collection de livres à quelque part, la métadonnée va me permettre de cataloguer, de commencer le catalogage de toute ma collection de livres, sans que j'aie à ouvrir chacun des livres et les lire. Donc, ici, on voit que même si j'avais une fiche sur un livre, même si que je suis capable de lire le livre parce que le livre est écrit dans une langue que je comprends, mais sans avoir à ouvrir le livre et comprendre tout ce qu'il y a dans le livre, comme dans le cas d'un roman, la métadonnée me dirait ici, voici un roman qui a rapport avec Harry Potter, de la série Harry Potter ici. Donc, je n'ai pas lu le texte en entier. J'ai pas lu le livre, mais j'ai une fiche à côté qui me dit, voici qu'est-ce que contient l'ouvrage qui est devant toi, ou la collection devant toi. Donc, les métadonnées servent aussi à plus que les données des fois. Les données sont là puisqu'on les a pas encore lues, mais ça nous donne aussi une information. Donc, on va regarder maintenant les normes des métadonnées. À quoi ça sert les métadonnées? Améliorer l'extraction de l'information. Donc, être capable de me dire le document qui est ici, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet d'avoir une forme similaire pour toutes les bases de données qu'on veut traiter. Pour être capable, en d'autres mots, ce que je veux dire, c'est un fichier
fichier numérique, souvent, pas nécessairement, ça peut être un fichier analogue. C'est un fichier, quand il est numérique, qui a un standard, une norme. Vous vous souvenez, on a regardé les standards et les normes. C'est un standard qui me permet de le déchiffrer et de le lire sur plusieurs supports médiatiques. Dans ce fichier, cette fiche, il va être contenu des informations importantes sur c'est quoi le document qui est devant moi. Donc, évidemment, il y a plein d'utilités pour les métadonnées. Rappelez-vous, les métadonnées ont une fonction de catalogage. Une métadonnée doit être simple, donc il y a un nombre restreint d'éléments qui nous permet de décrire le document, la ressource. On veut savoir le nom et la signification de chaque élément. Il y a des règles d'utilisation, donc on veut être capable de décrire les choses le plus sommairement possible. Des exemples de métadonnées incluent le format RDF qu'on utilise dans le web sémantique. C'est quoi le web sémantique? C'est un web qui est développé par l'organisation 3WC, donc l'organisme qui aide à la gouvernance des formats et des standards sur le web, qui a développé ce format-là pour permettre l'échange et le catalogage de données qu'on retrouve en ligne. Il y a d'autres formats qu'on retrouve comme les registres d'albums de musique. Il y en a plusieurs formats, donc plusieurs standards qui sont développés par l'organisme DDEX. Quand on veut écouter la musique sur Spotify ou sur iTunes, il y a des descriptions de cette musique qui sont incluses dans les fichiers musique. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs formats. Maintenant, DDEX essaie d'avoir des formats compatibles, donc avec l'interopérabilité entre ces systèmes. Ça veut dire que entre Amazon Music ou Apple ou même Spotify, les formats ne sont pas nécessairement exactement décrits de la même façon. On a aussi le format MDDL pour Financial Market Data Definition Language, qui est un format qui est utilisé pour décrire les informations, les métadonnées sur les transactions financières. On a d'autres formats aussi qui existent, par exemple le Flight Data Exchange et le IDX, qui sont des formats qui sont utilisés dans l'industrie de l'aviation. Si on regarde le FDX, ça nous donne des informations sur les vols, les passagers, les trajectoires, les itinéraires, ainsi de suite. Le format IDX donne des informations sur les incidents à partir d'un vol, un appareil, ainsi de suite. Ces informations-là sont collectées et cataloguées de la même façon. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de données et de métadonnées qu'on utilise dans plusieurs formats dans les médias émergents. C'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Maintenant, il y a plusieurs types de métadonnées. Certains types qu'on va regarder maintenant nous aident à comprendre qu'est-ce que c'est à la base. Donc, on a ce qu'on appelle des métadonnées structurelles. Donc, ce sont elles qui vont définir des éléments de métadonnées qui doivent être collectés. Donc, c'est comme des étiquettes telles que le titre de la chanson, le nom de l'artiste, le titre d'un album, l'année de sortie, le genre, ainsi de suite. Donc, on le voit ici dans l'exemple ici. On aurait une métadonnée sur une chanson ici. On a ensuite ce qu'on appelle des métadonnées descriptives. Ça décrit des aspects spécifiques à la chanson, donc le titre de l'artiste, de l'album, ainsi de suite. Donc, les informations structurelles qu'on voit sur le côté nous dit qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les boîtes, c'est quoi les cases qu'on va créer pour définir ce qu'on veut savoir. Tandis que le descriptif, lui, va nous donner le contenu à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, on a ici le nom de la chanson. Du côté structurel, on a son title. Donc, ici, c'est une méthodologie qui va nous dire, je veux le titre de la chanson. Tandis que dans le descriptif, je vais avoir, c'est quoi le nom de la chanson. Administratif va faire quelque chose de similaire avec descriptif. Donc, c'est du contenu. Mais ici, ça va être du contenu qui dit qui a rajouté. Comme ici, on voit le added by, ce qui veut dire ajouté par un tel, à quelle date que ça a été ajouté et dans quel format est-ce que ça a été encodé. Ça va nous permettre d'avoir plein d'informations là-dessus. Ça, c'est ce qu'on va appeler des métadonnées administratives. Les métadonnées, c'est important, surtout du côté musique. Si on va être capable de réénumérer un artiste dont la chanson joue, par exemple, sur Spotify. Le nombre de fois que la chanson va jouer sur Spotify, ça va être enregistré dans des métadonnées. Donc, à la fin du mois, Spotify va être capable de payer l'artiste pour le nombre de fois que sa chanson a été utilisée. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre d'informations-là ici. Le stockage des métadonnées, il y a plusieurs façons de cataloguer l'information. Il y a ce qu'on appelle les sources analogues. Donc, on peut avoir des livres, des registres physiques, des disques. Pour avoir accès à ces métadonnées-là, en général, il faut aller dans une bibliothèque ou une médiathèque pour accéder à ces registres de données. On a aussi les métadonnées qui sont stockées en format numérique. La plupart du temps, maintenant, tout est à peu près numérique. Donc, les documents numériques, les métadonnées sont contenus dans des fiches numériques à même le document. Okay? Donc, quand on ouvre un document Word, il y a des métadonnées qui sont accrochées directement sur ce fichier.
Par exemple, si j'ai créé un document de travail, mais il va être marqué l'auteur du document, ça va être mon nom qui va être inscrit là-dedans, la date de création du fichier, ainsi de suite. Donc, ça va faire partie de ces informations-là. OK? Donc, le format EXIF est attaché au fichier image. C'est pas un format universel qui est utilisé par tout le monde. Le format IPTC, lui, contient 33 balises qui permet à des logiciels de rajouter même plus de balises supplémentaires. C'est souvent un format qu'on va retrouver. Nous allons commencer une troisième section, celle de la bibliothèque et la bibliothéconomie. La bibliothèque est un des meilleurs exemples de ce qu'on appelle le troisième lieu. C'est quoi le troisième lieu? C'est cet endroit qui n'est pas la maison, ni le travail, ni l'école, mais cet autre endroit où je peux sortir du travail, de la maison et passer du temps en société avec d'autres personnes. Donc, si je vais jouer au hockey, ça fait partie de mon troisième lieu. On voit souvent des personnes un peu plus âgées dans les centres d'achat en ville. Pour ces personnes-là, le centre d'achat est un troisième lieu. La bibliothèque est un endroit où les gens peuvent aller chercher beaucoup d'informations, où elles peuvent se renseigner. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles peuvent aller chercher beaucoup de choses dans ce troisième lieu. Ce troisième lieu, donc, c'est pas l'endroit où on habite, c'est pas l'endroit où on travaille, où on étudie. C'est vraiment un autre endroit qui existe. Donc, il y a d'autres troisièmes lieux, comme je l'ai déjà dit, mais le classique, c'est vraiment la bibliothèque. Et c'est important pour une personne de pouvoir sortir de ces endroits-là, qui sont la maison, le travail, l'école, et d'avoir autre chose dans leur vie. En termes de socialisation, c'est très important d'avoir ce troisième lieu. C'est un enjeu de société habituellement. La discipline qui étudie la bibliothèque, c'est ce qu'on appelle la bibliothéconomie. Autrefois, on disait que bibliothéconomie, c'était la science principale des sciences de l'information. Aujourd'hui, on ne dit pas tout à fait ces choses-là. Mais pour certains, pour plusieurs même, la bibliothéconomie, c'est à l'essence même de ce qu'est l'information. Aujourd'hui, c'est juste une autre des disciplines à l'intérieur de ce grand champ d'études qui est l'information. C'est quoi la bibliothéconomie? C'est la science de la gestion des documents. Donc, comment on organise le document, comment on le cherche, comment on donne accès à ce document. Il y a aussi des ressources financières, matérielles, humaines autour du document. Donc, dans un autre cours précédent, on avait regardé les archives, qui sont une autre discipline à l'intérieur des sciences de l'information, qui étudie aussi le document. Mais la bibliothéconomie, contrairement aux archives, regarde ce qu'on appelle le document actif ou le document vivant. Donc, quand je m'en vais à une bibliothèque, je peux emprunter un livre. Il ne fait pas partie d'une archive où il n'y a pas beaucoup d'accès pour ce document-là. Quand on parle de document, il faut savoir que la perspective de qu'est-ce qu'un document, on ne parle pas seulement d'un fichier numérique ou d'un livre ou même d'un DVD ou un disque. On peut parler aussi de d'autres formes de documents. Si je m'en vais dans un musée, j'ai des documents qui peuvent avoir la forme de peinture, donc c'est un échantillon. Ça peut avoir la forme de sculpture ou même d'un squelette ou d'une armure du Moyen-Âge. Un autre endroit qui est aussi un troisième lieu, tout comme la bibliothèque et le musée, où on peut trouver d'autres documents, c'est le zoo. On considère que les animaux dans un zoo sont des documents. On a un échantillon d'une antilope, on a un échantillon d'un renard, d'une belette, qu'on peut pas emprunter comme à la bibliothèque, mais on peut quand même les observer. Tout comme on peut observer un document, une peinture, une sculpture dans un musée, on peut aussi observer un animal dans un zoo. Donc, même si c'est un document vivant, vraiment vivant, le zoo contient aussi ce qu'on appelle des documents. C'est une façon de regarder l'information. On donne une information sur un animal. On a un échantillon de cet animal qu'on retrouve ici. Une des traditions les plus importantes de ce qu'on appelle la bibliothéconomie, et on peut même l'étendre au musée et au zoo, c'est que on a ce qu'on appelle un patron ou un client. Donc, il y a une tradition de service à la bibliothèque, une tradition où on doit servir un public qui demande d'avoir accès à des documents. Et donc, tout le travail des bibliothécaires est pour permettre cet accès aux documents, que ce document se retrouve sur place ou ailleurs. Donc, si je m'en vais à la bibliothèque de l'université et que je cherche un livre qui n'est pas disponible, c'est possible pour eux d'aller faire une demande, d'emprunter ce livre-là, ce document, d'une autre bibliothèque. C'est le travail des bibliothécaires, de donner l'accès à l'information en gérant le document. À la base, nous avons ce qu'on appelle les 5 lois de la bibliothéconomie. Ces lois-là sont utilisées partout pour comprendre qu'est-ce que l'information et comment on la gère, comment on gère le document, comment on permet l'accès à ce document.
On dit que les livres sont à l'usage. Donc, les livres dans les bibliothèques ne sont pas destinés à être fermés aux utilisateurs. On veut donner l'accès aux livres. S'il y a un livre qui est disponible, on veut qu'il soit disponible aux personnes, que les personnes puissent l'emprunter et le lire. On dit que chaque lecteur a son livre. Les bibliothécaires doivent servir une large collection de clients. Il y a plusieurs personnes qui vont à la bibliothèque. Il y a des enfants, il y a des personnes plus âgées. Des fois, il y a des personnes migrantes qui ont besoin d'informations. Il y en a d'autres qui sont un peu moins fortunés, donc qui n'ont pas Internet à la maison et qui ont besoin d'avoir accès à Internet pour aller chercher les services sociaux. Donc, il y a plusieurs clients d'une bibliothèque et c'est pour ça que la bibliothécaire ne fait pas de discrimination envers quel ouvrage on doit tenir en collection. Puisqu'on a plusieurs personnes qui peuvent lire un document, on a le document qui est là pour servir plein de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que chaque lecteur a son livre. Les bibliothécaires doivent s'assurer qu'il y a un livre pour chaque client qui fréquente la bibliothèque. On dit que chaque livre, son lecteur, c'est la même chose ici, sauf qu'on dit que ici, chaque livre peut trouver son lecteur. Par exemple, si dans ma bibliothèque, je mets des bandes dessinées, je suis à peu près sûr que je vais trouver un lecteur pour ces BD-là. Si je mets un roman de fiction, de science-fiction, peut-être aussi que je vais trouver le lecteur à ce livre-là. Donc, chaque livre a son lecteur aussi. Donc, encore une fois, les bibliothécaires ne doivent pas discriminer sur les livres qu'ils vont mettre dans leur collection, en sachant que chaque livre va trouver son lecteur éventuellement. L'autre chose, c'est que la bibliothèque est là pour faire économiser du temps au lecteur. Donc, le lecteur doit être capable de chercher et de trouver une ressource, un document, rapidement et efficacement. La bibliothèque, c'est la dernière loi, est un organisme en pleine croissance. Donc, une bibliothèque n'est pas statique. Sa collection est toujours en changement. On rajoute des livres, on rajoute des ressources, on rajoute plein de choses. On enlève aussi des choses qui sont un peu périmées, des ouvrages qui ne sont plus actifs, qui ensuite donc vont aller aux archives ou être donnés à d'autres personnes. Donc la bibliothèque, elle a une responsabilité de toujours rester actuelle, toujours à jour dans son offre, dans sa collection. À partir des 5 lois de la bibliothéconomie, de la bibliothèque, on a des versions qui ont été adaptées pour les médias émergents. La version de Noisy de 2004 nous dit que les ressources web sont utilisées. Chaque utilisateur a sa ressource web. Chaque ressource web son utilisateur. Économiser le temps de l'utilisateur est très important. Et le web est un organisme en pleine croissance. Une autre version de Carol Simpson nous dit que les médias sont à être utilisés. Chaque patron, ses informations. Chaque média, son utilisateur. Économiser le temps du patron est très important. Et les médias sont des organismes en pleine croissance. Il y a encore plus de variantes des 5 lois où on nous parle des médias sociaux ici. Donc, la version de Munigal nous dit que les médias sociaux sont utilisés de plus en plus dans les bibliothèques par les bibliothécaires. Chaque utilisateur son outil social, chaque outil social son utilisateur. Faites gagner du temps à l'utilisateur en fournissant les informations qu'il recherche à l'aide de l'outil social qu'il connaît. Les médias sociaux sont un organisme en pleine croissance avec divers outils et applications introduits chaque jour. Les bibliothèques ne sont plus de briques et de pierres, elles servent les membres et les non-membres en termes de services de bibliothèques non traditionnelles indépendamment de l'espace et du temps. La version de Shadrach de 2009 nous dit que la connaissance est à utiliser sous toutes ses formes. Chaque citoyen a le droit d'accéder à toutes les formes de savoir. Chaque savoir est accessible à tous, sans discrimination d'aucune sorte. Économiser le temps de tous les chercheurs de connaissances. Un système de connaissances est un système qui évolue avec le temps pour atteindre l'objectif de toutes les lois qu'on a vues ici. Donc la connaissance est à utiliser sous toutes les formes, et ainsi de suite. Ce qu'on remarque ici avec les 5 lois qui nous viennent du départ de la bibliothèque et qu'on applique soit avec le web, soit avec les médias, soit avec les médias sociaux, ou soit avec le savoir en général, c'est qu'il y a toujours une orientation vers le document. L'information appartient à quelqu'un, à son utilisateur. Il faut permettre à cette personne de trouver cette information-là le plus efficacement et le plus rapidement possible, et que ce système est toujours en progression, en croissance, dynamiquement. Ce qu'on peut dire de cette approche-là, des 5 lois, c'est qu'on voit tout le temps le côté important du patron et du client. Donc, le service de la bibliothéconomie met tout le temps l'utilisateur dans le centre de toutes ces activités. On ne pense pas à l'utilisateur après. On pense à l'utilisateur dès la conception de tous les systèmes de recherche d'information et de partage et d'accès à l'information
dès le départ. Quand on va faire le cours sur l'interaction humain-machine, on va revenir au concept de remettre l'utilisateur dans le centre de toutes les interactions avec l'information ou avec des médias. Donc, rappelez-vous de ça ici. On met toujours l'utilisateur, le patron, le client au centre de toutes les actions qu'on veut porter. Donc, il n'y a rien qu'on fait qui n'est pas pour cet utilisateur. La dernière partie du cours est sur ce qu'on appelle l'organisation de l'information, que cette information soit dans une bibliothèque ou sur le web. Donc, l'organisation de l'information, c'est ce qu'on appelle le catalogage. J'en parle depuis le début du cours. Le catalogage, c'est l'enregistrement d'une information dans une collection. Donc, quand on parlait de métadonnées, c'est là qu'on va créer la fiche ou la métadonnée qui nous permet de repérer une information ou un document particulier. Quand on parle d'organisation, on ne parle pas nécessairement de classification de l'information. Dans la classification, on regarde l'ordre et les classes. Donc la taxonomie, qu'est-ce qui appartient avec quoi, qu'est-ce qui est dans telle catégorie ou une autre. L'organisation, elle se concentre plus sur les ouvrages comme les livres, les vidéos, les pages web, la musique ou les sons, la peinture, le document. Donc, l'organisation, on n'essaie pas de catégoriser l'information, on essaie de catégoriser le document, qui évidemment, ce document-là est une information. Pour mieux comprendre c'est quoi l'organisation ou le catalogage, pensez à la bibliographie. Donc, la bibliographie, c'est le renseignement qu'on a sur une information. Quand vous mettez une bibliographie dans un article que vous avez rédigé, c'est ce que vous faites. Vous mettez les sources d'informations de ce que vous avez été chercher. Évidemment, le tout fait partie de la bibliothéconomie. Pourquoi est-ce qu'on veut organiser le savoir? C'est le genre de questions que je vais poser en examen. Est-ce que tu es capable de penser de certains exemples où on a absolument besoin de cataloguer et d'organiser le savoir pour qu'il soit accessible à des gens? Par exemple, si je m'en vais chez un concessionnaire automobile et que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est disponible pour moi, qu'est-ce qui est disponible, dans quel modèle, quel type de voiture est disponible à être acheté ou être loué, il faudrait que mon concessionnaire ait organisé l'information dans des fiches, ou en d'autres mots des métadonnées, de toutes les voitures qu'il a dans son parc, pour qu'il puisse facilement me trouver une voiture si je veux en acheter une. Les principes de base de l'organisation sont les suivants. On va un peu comparer avec la classification qu'on avait vue plus tôt. Donc en classification, on classe les choses ensemble selon des attributs communs. Le genre, la couleur, l'âge, le sujet, l'auteur. Quand on organise l'information, on classe les choses qui sont pareilles. Par exemple, si je regarde le roman Harry Potter à l'école des sorciers, on va organiser dans une collection, dans une bibliothèque, toutes les versions de cet ouvrage dans la même sélection. Donc, quand je m'en vais à la bibliothèque de l'UQAC pour aller chercher une copie de Harry Potter à l'école des sorciers, toutes les copies qu'ils ont à l'université de Harry Potter à l'école des sorciers vont se retrouver dans la même section. Ça veut dire qu'il va y avoir des versions livres de poche, des versions brochées, des versions en anglais, des versions en français ou même en espagnol. Elles vont toutes être organisées à la même place. Ces versions sont presque pareilles, mais elles sont pas tout à fait la même chose. Évidemment, entre la version anglophone, francophone et espagnole, c'est pas la même langue. Mais pourtant, le titre du roman, le roman, c'est la même auteur. Mais il y a des différences dont le catalogage doit tenir compte quand on va organiser les différentes versions de Harry Potter à l'école des sorciers dans la même section. Donc, en comprenant ça, on comprend la base de ce qu'on appelle le catalogage qui est fait dans une bibliothèque. Mais le catalogage dépasse la bibliothèque. Quand on regarde des documents numériques, la nature de l'ouvrage nous pose certaines difficultés. Un livre, en général, c'est une entité matérielle avec un début et une fin. Donc, si je tiens un livre dans mes mains, j'ai une page couverture, j'ai des chapitres, j'ai des numéros de pages, j'ai une page couverture, j'ai une page finale, ainsi de suite. J'ai un document entier dans mes mains. C'est pas la même chose si j'ai une page web ou même un courriel, parce qu'à l'intérieur de ma page web, de mon courriel, il peut avoir des hyperliens qui m'emmènent vers d'autres pages, vers d'autres sites. Cependant, ces liens-là peuvent changer constamment. Donc, si je pointe vers une page du gouvernement et que le gouvernement a changé sa politique, peut-être que je ne retrouverai plus ce lien-là quand je vais cliquer dessus sur ma page. Donc, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin dans un document numérique comme tel. C'est très difficile de cataloguer un document numérique, de l'organiser et de dire j'ai telle version et telle version ici. Parce que, par exemple, sur une page web, je peux la modifier
15 fois dans une journée. Je peux la modifier 15 fois dans un mois. Je peux la modifier 15 fois dans une même année. En d'autres mots, je peux modifier ma page constamment. Et je peux même donner une page différente à chaque utilisateur qui vient sur cette page. Ce qui fait que organiser, cataloguer ce document-là devient presque impossible. Le courriel que j'ai reçu, est-ce que c'est la même version que vous avez reçue? Quand moi j'envoie un courriel, il y a des informations que je mets dans ce courriel. Pourtant, quand vous le recevez, vous avez une information différente. Par exemple, il est marqué dans mon courriel, j'ai envoyé le courriel à une personne. Tandis que vous recevez un courriel qui dit, vous avez reçu le courriel de moi. Donc déjà là, la version du courriel n'est pas tout à fait pareille entre ma version et la vôtre. Vous savez qu'avec Moodle, je peux envoyer des courriels à toute la classe. Mais les courriels sont formatés très différemment de ce que moi je prépare et ce que vous recevez. Donc, laquelle version qu'on parle, vous l'aviez mentionné dans le courriel, monsieur, mais laquelle version du courriel est la vraie? Celle que moi j'ai envoyée, celle que vous avez reçue, celle qui a été modifiée? Peut-être que s'il y avait un lien où il y avait du spam, un pourriel, peut-être que le pourriel a été retiré ou même mis en quarantaine. Donc, vous n'avez pas reçu tout à fait la même version de courriel que moi je vous ai envoyé. C'est pour ça que c'est très difficile de cataloguer et d'organiser les ouvrages numériques. Leur nature fait que c'est immatériel et ils changent constamment et même les versions qu'on reçoit peuvent différer entre les mêmes personnes. Donc, quand on parle du problème d'organisation des ouvrages numériques, on dit que c'est une frontière incertaine. Comme je l'ai mentionné, la page web peut changer et être mise à jour constamment. Une vidéo en streaming, donc on écoute en direct, peut changer aussi. C'est pas tout le monde qui reçoit exactement la même vidéo. Donc, le vieil adage, on ne met jamais les pieds dans la même rivière ici, s'applique totalement quand on parle de documents numériques. Le document numérique peut changer en tout temps. Il n'est jamais pareil, surtout quand on parle de streaming. Aussi, si je veux faire une recherche d'un document, quel genre de choses que je dois utiliser pour chercher? Disons que je veux chercher un devoir que je vous ai donné la semaine passée. Est-ce que c'est bien de chercher le fichier sur mon ordinateur par le titre, un mot-clé, la date que je voulais envoyer, l'auteur ou d'autres attributs? Comment est-ce que je fais pour trouver ce document sur mon ordinateur si j'ai besoin de me rappeler de qu'est-ce qui était écrit? Est-ce que j'ai pris la peine de marquer version 1, version 2? Non. Les objectifs bibliométriques traditionnels, il y a plusieurs choses qu'on essaie de faire. Aider à retrouver un document parce que l'on peut savoir. Est-ce qu'on connaît le nom de l'auteur, le titre, son sujet? Est-ce que on peut montrer aussi ce que la bibliothèque possède? Qu'est-ce que j'ai en stock? Donc, je peux chercher par l'auteur spécifique, par un titre spécifique, par un sujet spécifique. Est-ce que j'ai un livre sur l'élevage des chiens labrador? Maintenant, la troisième chose que les objectifs bibliométriques traditionnels m'aident à obtenir, c'est quelle version du document est-ce que je veux? Est-ce que je veux la version en anglais ou en français de l'ouvrage d'Harry Potter? Il y a d'autres objectifs bibliométriques contemporains qu'on veut trouver, qu'on veut avoir. Donc, aider à trouver un document ou une base de données. Une base de données, c'est un document qui contient plusieurs autres données à l'intérieur. On veut trouver une entité unique. On veut trouver plusieurs entités avec les mêmes caractéristiques. Le même ouvrage, la même édition, le même auteur, ainsi de suite. On veut aider à identifier une entité et s'assurer qu'elle correspond aux besoins de l'usager. Quelle version du livre d'Harry Potter est la bonne pour mon lecteur? Est-ce que mon lecteur peut lire l'espagnol, le français ou l'anglais? Est-ce que le format de poche est plus approprié ou c'est un format cartonné ou broché serait plus approprié pour mon lecteur? Aider à sélectionner une entité appropriée aux besoins de l'usager, évidemment. Aider à obtenir un accès à cette entité par un prêt ou un achat. Est-ce que je l'ai en stock? Si je l'ai pas, est-ce que je peux l'emprunter à une autre bibliothèque ou est-ce que la bibliothèque devrait l'acheter? Aider à naviguer à travers une base de données pour obtenir des caractéristiques d'autres entités similaires. Est-ce qu'il y a une autre version du livre de Harry Potter que je peux aller chercher qui pourrait peut-être combler vos besoins d'information? Un des grands défis qu'on a, encore une fois, avec Internet et le web, c'est que les bibliothécaires et les bibliothéconomistes ont basé toute leur façon de faire la recherche pour aider l'utilisateur, le patron, le client. Mais que la façon dont la recherche est faite a été pensée par ces gens-là, les bibliothécaires et les bibliothéconomistes, n'est pas la même façon qu'elle a été faite sur les engins de recherche tels que Google, Yahoo, Bing ou DuckDuckGo. Pourquoi? Parce que tout le savoir, toute l'expertise de l'organisation de l'information et la compréhension de qui cherche et pourquoi cette personne-là cherche, toute cette expertise-là, disciplinaire, n'a pas été partagée ou n'a pas été réutilisée par les informaticiens quand eux se sont mis à créer des engins de recherche. Donc, ils ont tout réinventé et oublié toutes les pratiques de presque 100 ans qui existaient
en bibliothéconomie. Et c'est un des grands défis avec Internet, c'est qu'on ne cherche plus de la même façon. Donc, le moteur de recherche est basé de plus en plus sur le mot-clé. Donc, la base de données qui est utilisée sur le web, c'est une araignée, un spider, qui a répertorié plusieurs pages. C'est pas la même façon que ça fonctionne sur une base de données pour une bibliothèque, où là, on sait déjà tout ce qui est dans le contenu, tout ce qui est déjà disponible. Donc, mon engin de recherche sur Google ou DuckDuckGo n'a pas nécessairement toute l'information qui est disponible. Et si la page web n'est pas considérée importante, son classement étant plus bas, même si c'est la page que j'avais besoin, moi, comme utilisateur, ça veut pas dire que c'est la page que moi je vais trouver. Donc, toute cette façon de chercher est totalement différente de ce que les bibliothécaires, les bibliothéconomistes ont développé, eux, à travers le temps. Le mot-clé aussi, qu'on utilise pour chercher, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une phrase, un auteur, le titre d'un livre, le sujet. C'est pas pareil, parce que les entités, les documents numériques ne sont pas faits de la même façon que les documents dans une bibliothèque ou même une archive, où ils sont des documents physiques qui ont un début et une fin. Beaucoup de ce que l'on trouve dépend du classement de la page et du contenu. Et ça, c'est déterminé par Google et non déterminé nécessairement par les besoins du patron, du client, de l'utilisateur. Donc, peut-être que si j'ai cherché une paire de chaussures la semaine passée, Google va encore me donner les mêmes résultats ou des résultats similaires à ça au lieu de me donner vraiment le contenu que je cherchais absolument. Donc, la suggestion va être basée sur ce que j'ai fait dans le passé et non pas nécessairement sur ce que j'ai vraiment besoin. Donc, quand on parle, tout livre a son lecteur, tout lecteur a son livre. Ce principe n'existe pas nécessairement avec les engins de recherche commerciaux tels que Google, Yahoo, Bing ou même DuckDuckGo. Donc, la pertinence de mon document. Est-ce que je vais obtenir le vrai document que j'ai besoin si je recherche une critique de l'ouvrage Harry Potter à l'école des sorciers? Si un des sites est un blog personnel, tandis que l'autre site est un magazine en ligne sur la littérature jeunesse, lequel qui va être privilégié par l'engin de recherche? Donc, le titre et l'auteur est le même. Mais quelle version qui va me servir en premier? Donc, c'est un algorithme qui décide comment les deux pages ici, mon blog personnel ou le magazine en ligne sur la littérature jeunesse, vont être classées. Qui va apparaître en premier? Qu'est-ce qui va m'être suggéré en premier en termes de résultats? Donc, évidemment, les algorithmes sont différents entre chaque moteur de recherche. Ils sont souvent à peu près pareils en termes de façon de fonctionner, mais les résultats peuvent changer. Vous comprenez ici que la façon de servir le client, de servir le patron, de servir l'utilisateur va être repensée dépendamment du fournisseur de l'engin de recherche. Et c'est un des grands défis où il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de normes presque uniques, tout comme en bibliothéconomie avec la bibliométrie, où on peut chercher d'une façon presque uniforme entre les bases de données qui contiennent les fiches ou les métadonnées, en d'autres mots, sur le contenu qui m'intéresse. Donc, les pratiques informationnelles qu'on a vues au début du cours sont très différentes quand on cherche sur le web. Il y a des choses qu'on fait quand on cherche sur un moteur de recherche du genre DuckDuckGo. On va cliquer peut-être sur un lien d'une page existante. On va peut-être cliquer sur un lien qui a été partagé par quelqu'un d'autre. On va utiliser des favoris et des signets, parfois pour accéder à certaines pages. On peut être envoyé dans une autre page. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tout ça, évidemment, dépend du référencement de notre page web et il y a des endroits où on peut apprendre beaucoup plus sur le référencement. Un de mes sites préférés, c'est Webmaster World, mais il faut être un membre de ce site-là. C'est gratuit pour l'inscription, mais il y a plein de façons de comprendre le référencement par une communauté de personnes qui essaient de comprendre comment on fait pour classer nos pages en premier. Le référencement change constamment, les pratiques et qu'est-ce qui est favorisé par un engin de recherche, un moteur de recherche tel que Google, DuckDuckGo, va changer continuellement. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, je vous recommande de lire l'article de la semaine, évidemment, donc les pages 101 et 182 de votre ouvrage Introduction aux sciences de l'information, mais aussi de regarder tous les vidéos YouTube associées qui vont vous donner une autre perspective que de ce que je viens de dire dans le cours d'aujourd'hui. Donc, on se revoit en classe très bientôt et je vous demande de bien écouter la vidéo pour être capable de me poser vos questions quand on se rencontrera la prochaine fois. À bientôt.